T'as tout senti est le podcast qui agite le parfum. Bousculer les codes, ressentir, percevoir, c'est porter un autre regard sur le parfum. C'est aussi innover sur un ingrédient, une nouvelle extraction, une nouvelle variété. Autant d'histoires et de témoignages à partager sans modération. Bonjour, je suis Bettina Eckroyd, journaliste et experte parfum, et je vous accueille sur le premier podcast qui parle de parfum, d'odorat et de saveur autrement. Oser, agiter, innover et être audacieux en est le fil invisible puisque olfactif. À mon micro, vous entendrez le parcours de chefs d'entreprise, de parfumeurs créateurs, de chocolatiers, de chefs pâtissiers, nous partager leur succès et leur audace sans filtre. Des échanges bien sentis, en mode passion et en mode complice, qui j'espère vous donneront des clés de réflexion et envie de sortir de votre zone de confort pour vivre le parfum et découvrir ses autres visages. Comme vous le savez, T'as tout senti est un podcast indépendant et autonome. À ce jour, écouter les épisodes est entièrement gratuit. Mais saviez-vous que si le podcast T'as tout senti vous plaît et qu'il a de la valeur à vos yeux, vous pouvez le soutenir par un don à hauteur de vos moyens. De cette façon, vous m'encouragez à toujours produire plus d'épisodes de qualité avec des invités captivants. Pour faire ce don, rendez-vous sur le site tatoussenti.com ou via le lien de la bio sur T'as tout senti podcast sur Instagram. Un grand merci pour votre fidélité et votre soutien qui donne l'opportunité à T'as tout senti d'atteindre encore plus de passionnés et à vous encourager sur le chemin de l'audace et de l'innovation. Et maintenant, place à notre nouvel épisode. Dès que le printemps pointe le bout de son nez, l'air commence à se réchauffer, les journées sont plus lumineuses et surtout, le nez est charmé par une symphonie olfactive qui s'anime au gré du vent. Je vous invite à me rejoindre dans le jardin de Giulio Giorgi, ingénieur agronome, écologue et paysagiste, un fervent défenseur de la culture olfactive, le meilleur moyen pour renouer avec le vivant. J'ai eu la chance de le suivre pour une balade olfactive à l'école du Breuil pour y sentir les fleurs et les plantes sélectionnées à l'occasion de la sortie de son livre Botanique olfactive aux éditions Nez et sponsorisé par DSM Firmenich. Quelle joie de suivre cet explorateur discret mais intarissable sur le sujet. Dans ce livre, vous pourrez faire l'expérience du monde végétal et aller à la rencontre des vivants par nos sens, dont nos narines, bien évidemment. Giulio se propose de nous faire sentir la nature autrement. Pour lui, les fleurs ne sont pas là que pour leur couleur. N'oublions pas que les odeurs ont aussi des milliers d'histoires à nous raconter. Il aime avant tout explorer et trouver de nouvelles solutions. D'ailleurs, ce livre en est un bon exemple. Botanique olfactive est en quelque sorte la Bible de toutes les personnes qui désirent porter un autre regard sur la nature, en quelques mots, un regard olfactif. Vous découvrirez des plantes présentes dans la plupart des jardins ou parmi des zones de friches. Alors, écoutons-le sans plus tarder. Bonjour Giulio. Bonjour. Comment est née cette idée de ce livre Botanique olfactive? L'idée est née par la Ouais. pratique, tout d'abord, en travaillant sur des projets de paysage, que ce soit des jardins, des parcs, Oui. des quartiers qui sont arborés,
par ma discipline, je me suis retrouvé à manier Mhm. cette matière vivante qu'est le végétal et donc à constater, il n'y a pas seulement l'aspect visuel euh, des plantes, mais il y a aussi un aspect odorant. Mhm. Et donc assez rapidement, bon, j'étais déjà passionné par le sujet du parfum, mais assez rapidement, j'ai commencé à garder un carnet de notes sur ce que je pouvais sentir de chaque plante que je côtoyais dans mon travail. Oui. Mhm. Et de fil en aiguille, j'ai pu échanger là-dessus avec des collègues. Ensuite, pendant un certain temps, j'ai beaucoup enseigné à l'école de paysage de Oui. Versailles. Là, je suis rentré en contact avec l'osmothèque et donc avec L'osmotex a été ton premier pas en France, un peu, c'est la première porte vers le parfum en France. L'osmothèque, c'est l'institution grâce à laquelle j'ai commencé à me former D'accord. à la culture olfactive en général. Oui. Et c'était aussi la démonstration que en région parisienne, cohabiter des institutions liées au parfum et à l'histoire du parfum comme l'osmothèque, mais aussi à ma discipline comme l'école de Tout paysage. à fait. Donc cela a rendu possible cette rencontre qui après a propagé, un peu comme une plante, Oui. Mhm. et qui m'a mis en relation avec les éditeurs du livre, c'est-à-dire Ney, qui m'ont proposé de travailler sur cet ouvrage. D'accord, ok. Alors, quel est en fait le message qui te tient à cœur et que tu aimerais que le lecteur retienne une fois avoir refermé le livre? Le message de fond est de pouvoir faire l'expérience du monde végétal et donc aller à la rencontre de ces autres vivants qui sont très différents que nous Oui. en termes d'évolution et en termes de biologie, et que cette rencontre s'efface par tous nos sens Mhm. et pas que par la vue, et Oui. donc ce sens du joli, agréable, apaisant, etc., que les yeux peuvent nous renvoyer quand on fait par exemple une balade en forêt, mais aussi par nos narines. Et aussi de dire que ces informations qui rentrent dans notre cerveau par le biais du Mhm. nez, et c'est des véritables informations qui nous parlent d'écologie Mhm. et qui ne sont pas que des sensations pour nous faire plaisir. Quand tu dis Voilà. qu'il nous parle d'écologie, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Qu'est-ce que tu entends par là? Ce que je veux dire, c'est que les végétaux produisent ces substances parce que elles peuvent Mhm. avoir une fonction D'accord. dans leur habitat. Et alors, selon là où les substances sont produites et aussi selon aussi souvent les molécules que l'on retrouve, ces fonctions sont différentes. Donc, ça peut être des fonctions de protection vis-à-vis, par exemple, de prédateurs, et Mhm. donc, puisqu'on parle de végétaux, d'herbivores, mais aussi des fonctions d'attraction vis-à-vis des pollinisateurs qui ont un rôle fondamental dans la reproduction des plantes. Et c'est des messages très spécifiques, donc je parle de langage, Mhm. et on parle très peu de ça, donc je sentais qu'il était Mhm. important de publier un ouvrage tout public qui puisse faire découvrir qu'est-ce que c'est ce langage. Tout à fait. Puis en plus, c'est un langage qui est invisible. Donc, c'est pas forcément évident de se l'approprier. Comme on va voir plus tard, on n'est pas formé à l'école. Et, euh, et puis, aussi, en fait, dans botanique olfactive, tu sors de ce qu'on appelle en parfumerie des plantes à parfum et on va avoir les plantes de nos jardins. Donc, ça ouvre le spectre et ça justement, ça s'adresse d'autant plus. Nous sommes au printemps. Alors pour toi, qu'est-ce que sent le printemps en France, mais aussi en Italie, puisque en fait tu es italien, mais ça on va en reparler. Le printemps en France a plein d'odeurs parce que euh, quand on vit dans le sud ou dans le nord, déjà, les populations de plantes sont différentes. Et donc, euh, on a une très très grande palette déjà au
sein d'une saison et en voyageant, on peut vraiment retrouver des senteurs assez spécifiques. Donc, pour faire un exemple, en ce moment à Paris, euh, on est la mi-avril et c'est le début de la floraison des lilas, Mhm, une plante que je chéris beaucoup, qui en parfumerie a été imitée. mhm. On a des créations, mais dont la fleur n'est pas exploitée en soi. Non, parce que ce qu'on appelle une fleur muette. Elle réserve son parfum pour les autres, mais elle veut pas se faire capter en fait. Exactement. Alors, cette plante, elle a quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est une plante qui est extrêmement rustique et qui reste adaptée à nos climats et même par rapport au changement climatique, elle, elle, elle montre avoir des vertus Mhm, et une plante qui pousse facilement et donc et qui est aussi quelque chose qui a toujours caractérisé nos jardins. Des lilas, oui. on en trouve dans la Mhm, littérature aussi déjà romantique. Voilà, si on remonte dans le temps, ils tout ont à fait. souvent accompagné euh, les personnes sensibles. En plus, c'est une plante qui est absolument visuellement négligeable pendant la plupart de l'année, sauf pendant la floraison. Mhm, Et donc, ça nous donne un épisode très ponctuel dans l'année où on a ces fleurs qui ont une odeur d'une fraîcheur et d'un réconfort très, très grand. mhm. Et, euh, et j'aime beaucoup ça parce que je pense que dans notre société, on est en train de perdre ce goût euh, pour quelque chose qui apparaît une fois par an et qu'on ne peut pas retrouver pour le reste de l'année. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut cultiver parce que plus que jamais, tout est à notre disposition. Mhm, Mais quand tout est à notre disposition, euh, tout aussi devient peut-être plus banal. tout à fait. Alors que là, effectivement, c'est un événement qui rend la saison spéciale. Voilà. Tu veux dire en quelques mots, le lilas nous apprend la patience. Tout à fait. Nous apprend la patience, mais nous apprend aussi Oui, la joie de capter un moment précis et d'être dans l'instant présent avec la saison. oui, oui, tout à fait. Et c'est effectivement un peu loin de de notre époque. Et en Italie, le printemps, il sent quoi? Ouais, très bonne question. Alors, en Italie, moi je parle de mes souvenirs. Mhm, Donc, nous sommes en Italie du Nord. oui. euh, et disons qu'il y a vraiment quelque chose qui est pour moi très 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 marquant et c'est la floraison des frênes. C'est des frênes Fraxinus ornus, c'est des frênes Aman, donc des frênes qui sont spécifiques des climats plutôt méditerranéens Mhm, et qui sont des cousins du frêne qui pousse par exemple dans les forêts du nord de la France mais qui ont une floraison qui a une odeur pour moi euh, qui sent ma jeunesse peut-être, donc qui m'enchante toujours. Très coumarinée, donc on a effectivement l'impression d'herbe coupée, de foin, de quelque chose qui est à la fois très vert mais aussi sucré, aussi mielé bien évidemment mhm, et qui reste très texturé. Et cette idée de texture au niveau olfactif se marie bien avec l'aspect de la fleur, qui est une fleur verte mhm. déjà, et qui est un espèce de plume, de bouquet de plumes. Et donc, il y a vraiment cette grande douceur texturée qui nous met vraiment dans le bain du printemps et de ce que le printemps un peu symbolise avec cette idée de bourgeon qui s'éclose, de croissance des plantes. Ok. Alors maintenant, on va plonger, avant de plonger dans botanique olfactive, dans ton jardin. Raconte-nous donc tes souvenirs olfactifs, mais aussi gustatifs, puisque les deux sont assez proches. Et alors, moi, j'ai plusieurs jardins. J'ai un Oui. jardin de jeunesse, le jardin de la ferme dans lequel j'ai grandi avec ma grand-mère.
Et ensuite, j'ai mon jardin actuel ici en France. D'accord. Et il y a quand même des liens entre les deux, parce que bien évidemment, je Mhm, pense que on noue j'imagine. des relations avec des plantes que après on a envie de retrouver et donc voilà, replanter. Et faire en sorte qu'elle s'adapte à un autre climat. Exactement. Dans mon jardin de jeunesse, ce que je cite dans le livre, c'est effectivement les tulipes. Et en fait, comme je pense beaucoup de gens le savent, beaucoup de gens qui cultivent des tulipes dans leur pot, sur leur balcon, dans leur jardin, c'est des fleurs qui sentent. C'est pas du tout des fleurs, euh, comment dire, pauvres en Oui. odeur, comme on peut l'imaginer quand on les achète aussi chez le fleuriste et dans lequel on retrouve effectivement des notes à la fois aquatiques et minérales euh, qui sont très, très Ouais. étonnantes par rapport aux fleurs cultivées qu'on côtoie tous les jours. Elles ont quelle couleur, tes tulipes de ton enfance? Les tulipes de mon enfance, c'était vraiment des tulipes très classiques rouges. Donc, vous voyez, c'est des grosses cloches rouges et à l'intérieur, on a une grande tache noire et les étamines et le pistil, ils sont en partie noirs et jaunes. Donc, on a presque l'impression d'y voir Mhm, un mhm. bourdon dedans, une abeille. En réalité, c'est Oui, vraiment oui, oui. la partie où les insectes trouvent le pollen et le nectar. Donc, et ce qui est très beau, c'est que aussi quand on met le nez dedans, donc ça fait vraiment comme oui, comme une espèce de réceptacle à parfum, hein. Donc, ça Oui, marche oui. bien Une aussi corolle, hein. exactement, pour garder les notes olfactives. Mhm, Comme c'est une fleur qui peut pousser assez haute, euh, ça se prête très bien à être ressenti. Donc c'est vraiment les mhm. très grandes tulipes horticoles qu'on peut trouver encore. Moi, je conseille aussi ce qu'on appelle les tulipes sauvages, hein, donc celles qu'on peut vraiment trouver dans la nature, parce qu'on aura vraiment des notes intéressantes. Et l'autre plante que je peux citer, qu'on peut plutôt trouver dans mon jardin actuel, Oui. c'est l'alisson, Mhm, euh, qui est aussi dans le oui. livre, qui est une petite fleur ça fait comme des nuages blancs. C'est une fleur tapissante, c'est de la famille du chou, c'est une brassicacée, et qui est extrêmement prolifique, qui s'adapte très bien aux endroits un peu secs et Mhm. ensoleillés, et qui vraiment nous offre un nuage de miel, d'une senteur mielée, encaustique, cire d'abeille, et qui peut être assez puissante. Donc une petite fleur, mais qui se fait remarquer. Et alors, au niveau gustatif? Au niveau gustatif, euh, il y a plusieurs plantes. En ce moment, il y en a une que je chéris, qui est le cédrela en français, Tuna Oui. sinensis en latin. C'est une plante, c'est un grand arbre, magnifique. Certaines variétés ont la spécificité d'avoir des jeunes pousses roses fluo. Mhm. Ça, c'est la variété flamingo de cet arbre. Mais bon, cette espèce, elle a la particularité d'être aussi comestible et d'avoir vraiment cet univers gustatif qui nous ramène au bouillon cube un tout petit peu ou à la soupe à l'oignon. Oui. Et donc, dans des plats salés, D'accord. dans des salades, dans des soupes, ça donne vraiment un petit côté savory très intéressant. D'accord. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est est-ce que toi, tu as des souvenirs de plats que ta grand-mère te faisait ou qui ont marqué? Ah oui, bien Mais sûr. c'était aussi très Ah intéressant oui, que tu bien parles de sûr. l'arbre, hein. Pour répondre spécifiquement à ça, je peux parler d'une herbe extrêmement utilisée dans la cuisine italienne Oui. et que je ne trouve jamais sur les marchés ici à Paris. Et c'est une herbe qui est indispensable pour tout type de préparation, à la fois de légumes et de viande, Oui. et qui est à la fois très fraîche. Elle a un côté assez linalol, donc ça peut rappeler à la fois la lavande, l'origan, mais avec une certaine fraîcheur, et qui est la marjolaine. Oui. La marjolaine fraîche était dans tous les recettes de ma grand-mère. Et donc, quand j'en mange, quand j'en prépare, voilà, c'est peut-être ma madeleine gustative. D'accord. C'est un flashback direct à cette époque. Tout à fait. Alors justement, petit, tu plantais des fleurs avec cette grand-mère. Que retiens-tu et qu'est-ce qu'elle t'a transmis? Je pense que
quand on tisse des liens comme ça, quand on est enfant, c'est des liens qui passent par l'affection. C'est, Oui, j'ai- J'aimais beaucoup ma grand-mère. J'ai passé beaucoup de temps avec elle et à sa façon, elle me gâtait. Alors, c'était pas forcément avec des jouets, mais c'était vraiment avec des attentions, comme des plats spécifiques qu'elle savait que j'aimais beaucoup, mais aussi en passant du temps, en m'accordant de l'attention. oui, C'était une femme qui n'avait pas fait d'école, qui avait grandi dans la culture oui. agricole voilà, de sa région. Et donc, toute sa connaissance, Qui est laquelle? On est où en Italie? c'est c'est la région qui est entre Vérone et Bologne. D'accord. Donc, voilà. Et donc, toute sa connaissance, qui était très, très grande, était liée à son expérience et à la culture populaire. Mhm. Donc, voilà, son soin et sa passion pour les animaux qu'elle élevait, mais aussi pour les plantes Oui, qu'elle cultivait, a été tout pour à moi fait. une Oui, grande source de connaissances. C'était la première oui. source de connaissances, donc très tactile, très sensible, Mhm. que j'ai pu apprendre. Et donc, je pense que ça m'a marqué à vie parce que pour moi, le plaisir de travailler avec les plantes vient de ce type d'expérience. Oui, oui, tout à fait. Elle t'a transmis son amour pour la nature avec un grand N et avec tout son bon sens. Exactement. D'accord. Tu as commencé donc, en fait, à étudier l'agriculture à Milan. J'imagine qu'il y a un lien avec ce que tu viens de me dire parmi les raisons pour lesquelles tu as commencé par ça, ou pas du tout. Oui, moi j'étais très passionné par les sciences et les sciences du vivant. Mhm. Donc je m'étais dit que c'était ce type d'études qui me correspondait parce que c'est un éventail très vaste de disciplines euh, appliquées à cette Mhm. sphère. Et puis c'était en relation avec voilà, avec une partie de mon passé, quoi, donc de mon expérience. Oui. Mhm. Et donc, c'est là que j'ai eu mon premier diplôme et que j'ai pu commencer à travailler, notamment dans l'agriculture Oui. biologique. Mais très rapidement, je me suis rendu compte enfin, j'ai juste pris conscience qu'à la base, je suis une personne créative et un esthète, et donc que j'avais besoin de pouvoir retrouver cette dimension, mais dans quelque chose qui était voilà, peut-être plus lié aussi à notre goût, voilà, dans les sensations et dans la création. Et donc, c'est là que j'ai repris une formation à l'école de paysage de Versailles D'accord. pour créer ce pont, justement. Et ça a été très important parce que ça m'a permis de vraiment à nouveau de dessiner des plantes, de dessiner des espaces avec des plantes et donc de véritablement rentrer dans le monde du jardin en tant que Quand concepteur. tu dis ça t'a permis de redessiner, parce qu'il y a eu un moment où tu n'as plus dessiné, et dessiner est quelque chose qui fait partie de ton enfance. Oui, il y a eu ça. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup dessiné. J'étais toujours très, très manuel. Je créais des petites structures. Oui. Je dessinais ce que je voyais. Et, et j'ai pu faire ça jusqu'au lycée. Mais après, c'est vrai que l'université, enfin, donc ce que pourrait être le correspondant de la prépa et puis le lycée sont tellement preneurs et tellement gourmands et chronophage que j'avais mis tout ça en pause. Et, Oui. et ça, c'était extrêmement frustrant. Et très rapidement, Quelque part, c'était quelque chose qui te manquait. absolument. Oui. Alors, j'ai pu lire que, en fait, ton objectif dans chacun des projets, c'est d'être avant tout avant-gardiste, avec une priorité donc pour l'environnement, ce que tu as déjà souligné. Est-ce que tu peux l'illustrer par une Mhm. ou deux de tes réalisations de jardin? Oui, disons que moi, je prends du goût dans le projet quand je peux explorer et trouver de nouvelles solutions. Et c'est ça que Mhm. j'aime. Et effectivement, je pense que les lectrices et lecteurs vont retrouver ceci dans le livre également. L'idée, c'était d'écrire quelque Ouais. chose qui n'avait jamais été décrite de cette façon. Euh, Je te rejoins tellement parce que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. c'est vrai. Et, euh, et dans mes autres projets, je peux faire un exemple
pour un jardin que j'ai construit en Angleterre Oui. il y a désormais un peu plus d'un an, qui est un jardin thérapeutique pour des enfants qui sont en thérapie, des enfants qui sont malades de cancer. Et donc, l'objectif, c'était de créer un lieu paisible Mhm. où une jeune personne qui est sous traitement et peut-être qui est à l'hôpital ou qui doit aller souvent à l'hôpital puisse se ressourcer tout en se connectant à la nature. Parce que effectivement, et ça c'est le même sujet que pour le parfum, quand on est avec la nature, on est dans le ici et Tout à maintenant. fait. Et ça, pour les personnes qui traversent une période difficile, c'est très importante et c'est très ressourçante. Mhm. Et voilà, dans ce cadre, j'ai j'ai conçu un jardin qui était entièrement construit par des matières durables et des matières simples comme de la construction en argile cuite, et qui avait voilà, ce système de, comment dire, de durabilité par rapport à la gestion de Mhm. l'eau euh, et aussi par rapport à la construction, puisque c'est un jardin qui se construit un peu qui se construit avec des blocs euh, qui s'embriquent l'un dans Ouais. l'autre et qui s'inspirent aussi du Lego, qui est vraiment un jeu d'enfant et qui est un jeu que moi j'ai beaucoup pratiqué. D'accord. Donc, il y avait vraiment cette idée de faire un jardin pour les enfants, mais qu'un enfant même puisse construire, tout en restant dans une simplicité de moyens. Mhm. Et est-ce que c'est, comme tu parles de Lego et de choses qui s'imbriquent, est-ce qu'à un moment donné, un enfant ou quelqu'un peut faire évoluer ce jardin et bouger un bloc ou c'est, ou pas vraiment? C'est fait exactement pour ça. C'est-à-dire que cette structure, c'est une structure qui n'est pas fixée par des cols, par des vernis, par Oui. du métal, voilà, c'est une structure qui est uniquement en briques et en bois et qui est entièrement démontable. Donc, qui peut évoluer selon les exigences D'accord. et qui peut aussi être fabriqué par soi-même, euh, voilà, avec très peu de ressources. D'accord. Ok, mais c'est génial ça. Est-ce que c'est le jardin pour lequel tu as eu un prix à tout hasard? Tout à fait, tout à fait. C'était une grande satisfaction. Et effectivement, celle qui pour moi incarne la plus grande organisation Oui, oui, tout à de fait. connaisseurs de jardin, qui est la RHS. Mhm, mhm. Donc, c'est la Société d'horticulture royale hein, en Angleterre. Euh, Effectivement, m'a livré deux prix. Donc, la médaille d'or, qui est une médaille qui reconnaît la valeur d'un jardin euh, selon différents critères, mais aussi un prix pour ce qu'on appelle euh, le volet environnemental et de durabilité, et qui est un prix qui, pour moi, a beaucoup, beaucoup compté puisque j'étais le seul à le recevoir. Donc, ça m'a beaucoup Le motivé. seul et le premier, non, dans ce Pour cadre. l'instant, je suis le seul et le premier, oui. Oui, Mais ouais, je ouais, tout pense à que fait. peut-être cette année, il y en aura un autre. J'espère. Ouais, ouais. Mais tu as ouvert une porte. Et donc, effectivement, c'était un jardin créé pour le Chelsea Flower Show. Et, euh, et les Anglais aiment tellement la nature, à commencer par le roi, qui est tout de même excessivement sensible. Donc effectivement, j'imagine que ça a dû être ouais, une certaine satisfaction, une certaine fierté de voir son travail reconnaître comme ça. Le roi est venu visiter le jardin, le roi et la Ouais. reine, et c'était assez touchant pour moi de les entendre parce que j'ai découvert qu'ils sont extrêmement passionnés d'écologie et Ah oui, aussi mais de plantes complètement. de milieux secs. Oui. Et le jardin a effectivement montré des façons de cultiver ce type de plantes. Mhm, mhm. Et donc on s'est promené et on a discuté de permaculture ensemble. Oui, je ne suis absolument pas étonnée parce que la protection de la nature a toujours eu une place importante pour le roi Charles III d'Angleterre. D'ailleurs, c'est à Highgrove, sa propriété, qu'il a réalisé ses nombreuses expériences.
Et en fait, de tout temps, il a été un défenseur des énergies renouvelables, de l'agriculture biologique et de la réduction des émissions de carbone, et ce, depuis 1970. Donc, en un mot, c'est un écologiste actif et convaincu. Aussi constater que l'expérience sensorielle dans un jardin est un élément qui est très important pour toi. Là aussi, est-ce que tu as une anecdote, un exemple pour nous l'illustrer? L'expérience sensorielle, enfin, quand on est dans un jardin, on est forcément dans une approche sensorielle. Tous les sens sont engagés. Et pour connaître un jardin, pour le comprendre, il faut bien tous les utiliser. Euh, il y a des sens qui sont plutôt évidents. Celui de la vue. Euh, je ne vais pas expliquer ça. Et aussi celui des odeurs. Quand on est dans un jardin, ça devient évident parce que voilà, de floraison parfumée, il y en a souvent régulièrement dans les jardins. Donc, je pense que pour les gens, c'est pas étonnant. Il y a d'autres sens qui sont peut-être moins, euh, comment dire, moins mis en avant. Et par exemple, c'est le sens de l'ouïe, donc de fait de entendre. Est-ce que les plantes ont une valeur, en tout cas musicale? Et ça, c'est tout à fait le cas. Une expérience euh, que j'adore faire, c'est celui d'aller se balader en forêt. C'est surtout dans les forêts de conifères euh, au tout début du printemps, quand la sève commence à remonter dans les arbres, donc on parle d'arbres qui peuvent faire plus de 30 mètres d'auteur, et en fait on sent un cliquetis euh, très fin, euh, parfois à des fréquences variables, qui est vraiment très agréable. C'est un peu comme un un petit massage des oreilles. Et en fait, ce cliquetis, c'est bien la sève qui monte et qui monte dans les arbres. Et en fait, si on ne le sait pas, on pense que peut-être c'est des insectes ou c'est d'autres petits animaux qui vivent dans la forêt, mais c'est bien les plantes qui produisent ce bruit. D'accord. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que on est dans une société, moi je trouve personnellement de plus en plus bruyante, où il y a une pollution auditive, sonore, et ce qui fait qu'après, dans des lieux comme un jardin, comme les forêts, on va peut-être moins prêter attention et d'écouter, d'apprendre à écouter, c'est très intéressant et très important. Et d'ailleurs, pour juste faire un petit clin d'œil à nos parfums, les Japonais parlent d'écouter les parfums, ce qui montre comment on peut euh, ouais, voir les parfums ou les odeurs d'une autre façon. Tout à fait. Les- J'aime beaucoup quand j'ai lu qu'en japonais, on utilise ce verbe pour parler d'odeur, ça m'a beaucoup parlé parce que le fait de écouter une odeur est une autre façon de dire que quand on sent quelque chose, on est en dialogue aussi avec soi-même. Et donc, quand on écoute, il faut aussi rebondir et il faut voilà, accueillir ce que l'on sent, mais aussi essayer de comprendre ce que c'est. Et je trouvais cette expression très, très, très appropriée. Oui, oui. Puis c'est rentrer à l'intérieur de soi pour ouais, voir, observer, sentir justement cette odeur sous un autre angle. Et parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de parler d'odeur puisque on n'a pas de vocabulaire à proprement parler. D'ailleurs, comment tu as appris le langage des odeurs? Moi, ça s'est fait au tout début d'une façon autodidacte, en tant que passionné, en allant lire, en allant chercher, en lisant beaucoup. Il y a les peu de livres autour de l'olfaction euh, qu'on a. Euh, et après, c'était surtout
en rentrant en contact avec des gens qui travaillent dans le milieu, dont certains sont devenus des grands amis. Et avec régulièrement, on se retrouve pour faire des séances d'olfaction. Donc, c'est autour beaucoup de soit des matières premières du parfum, soit de parfums, de collection. Et justement, on échange sur ce que l'on sent, ce que cela nous fait ressentir aussi. Ouais, ouais, tout à fait. Parce que comme c'est un sens subjectif, c'est toujours intéressant de voir les perceptions des uns et des autres. Et puis c'est aussi beaucoup en fonction de, euh, de ce qu'on a pu sentir, de sa Madeleine de Tout à Proust, fait. de son héritage. D'accord. Et alors, mais concrètement, demain, moi, j'ai envie de construire un jardin comme ça. C'est possible? On peut. Ça a été. Je veux dire, ce que tu as mis au point a été commercialisé ou pas, ou peut-être pas encore, ou pas du tout? Alors, ce que j'ai mis au point a été, comment dire, enregistré, les idées ont été déposées, mais ça n'a pas été commercialisé parce que bah, enfin, moi, je m'occupe pas de ça. Moi, mon métier, c'est de trouver des idées et de découvrir des choses et de nouvelles solutions. Et c'est pas celui de commercialiser ou de créer des concepts qu'on peut reproduire. Donc, peut-être un jour, si j'aurai à mes côtés une personne qui peut prendre cela en charge, mais pour l'instant, je strictement pas le temps de faire cela. Si vous voulez avoir plus d'informations sur mes invités, je vous recommande d'aller sur tatousenti.com et lire l'article. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir Tatou Senti Podcast par un don. Le lien se trouve sur Tatou Senti Podcast Instagram et vous pouvez aussi écrire un commentaire sur Tatou Senti Apple Podcast. Enfin, abonnez-vous pour ne rater aucun des épisodes sur votre plateforme préférée. En attendant le prochain épisode mercredi prochain, sentez-vous bien.